On va parler du scandale que vous évoquiez de l'écologie concrète maintenant, en mettant un coup de projecteur sur un énorme scandale écologique et sanitaire sur le sol français qui a été mis en lumière par Le Monde cette semaine. Ça se passe aux Antilles. On en parle très peu ici à Paris, et c'est un sujet d'inquiétude majeure en Guadeloupe et en Martinique depuis des années. Le scandale du chlordécone. Alors c'est quoi le chlordécone? C'est un pesticide ultra toxique utilisé pendant 20 ans dans les bananeraies, pesticide classé cancérigène possible par l'OMS depuis plus de 30 ans. Ce scandale, on en parle depuis 40 ans là-bas, mais aujourd'hui, une étude scientifique fait pour la première fois un constat alarmant. Le chlordécone est partout et la quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés. Pour en parler, j'accueille une femme qui est allée enquêter sur place pour le journal Le Monde. Merci d'accueillir Faustine Vincent. Bonsoir Faustine Vincent, soyez la bienvenue. Vous enquêtez depuis plusieurs semaines sur cette affaire du chlordécone. Vous êtes allé en Guadeloupe et en Martinique au mois d'avril. Merci d'être avec nous ce soir. Pour bien comprendre ce qui se passe là-bas, ce pesticide qui était au départ utilisé, donc on le disait, dans les bananeraies, aujourd'hui vous écrivez qu'on le retrouve absolument partout, dans les rivières, dans le bétail, dans le poisson évidemment, dans les sols. Oui, c'est ça. Au départ, ce pesticide a été utilisé donc de 72 à 93 dans les bananeraies. Et on s'est aperçu des années plus tard qu'il s'était effectivement répandu bien au-delà des plantations et qu'il avait contaminé non seulement en effet les sols, mais aussi les rivières, une partie du littoral marin, le bétail, les volailles, les poissons, etc. Et la population elle-même, puisqu'il passe dans la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, vous avez la quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais qui sont contaminés au chlordécone. 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais. Voilà, c'est ce qu'indique une étude menée pour la première fois à grande échelle par Santé publique France et dont les résultats doivent être présentés publiquement en octobre sur place lors d'un colloque. Sachant que cette molécule en fait est très persistante dans l'environnement, donc les sols sont contaminés pour des siècles. Pour 700 ans. Il y en a pour 400 à 700 ans selon la nature des sols, sachant qu'il n'y a aucune solution de dépollution qui existe à l'heure actuelle. Vous parlez d'une bombe à retardement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ça veut dire que, en gros, la Guadeloupe, la Martinique sont condamnées Ça veut dire que tant qu'on n'a pas de solution pour dépolluer les sols, il va falloir faire en sorte de protéger un maximum la population à l'exposition du chlordécone, puisque la population se contamine essentiellement par voie alimentaire, et en particulier par des circuits informels, c'est-à-dire l'autoproduction quand on cultive dans son jardin, les bords de route, les petits marchés, etc. Donc ça échappe à tout contrôle, et c'est très prisé par les habitants, en particulier les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens forcément d'aller en supermarché pour acheter leurs produits. Alors c'est très difficile d'établir le lien entre cancer de la prostate et chlordécone. En tout cas, il n'a pas... Sur le double de la métropole. Hein, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Mais la Martinique détient le triste record du monde, de nouveaux cas par an sur l'île. C'est ça, hein. Ils ont le record du monde dans la matière. Et 500 nouveaux cas par an. Et plus de 500 nouveaux cas par an. Et c'est aussi le cas en Guadeloupe. Ils en ont aussi plus de 500. Et sur les deux îles, les cas de cancer sont 2 fois plus importants et 2 fois plus graves qu'en métropole. Alors effectivement, il y a aussi des prédispositions génétiques qui font que le lien n'est pas formellement établi entre le cancer de la prostate et le chlordécone. Mais il y a une étude qui a été menée en 2010 qui montrait que l'exposition au chlordécone aggravait le risque de développer un cancer de la prostate. On parle de scandale d'État. Racontez-nous pourquoi on parle de scandale d'État. À qui la faute dans cette affaire? Alors, en fait, il faut... Est-ce que l'État français, le gouvernement français est responsable? Alors, l'État français a ses responsabilités dans la mesure où il a prêté une oreille très attentive au lobby bananier, qui étaient extrêmement puissants et qui sont toujours puissants, et avec lesquels ils avaient des relations extrêmement étroites, voire parfois personnelles. Pour comprendre justement les responsabilités de chacun, il faut revenir à la genèse de cette histoire. Donc, c'était en 72, puisque c'est à ce moment-là que la commission des toxiques, qui dépend du ministère de l'Agriculture, reçoit une première demande d'homologation du produit. Pardon, pas la première justement, mais elle accepte, voilà, une deuxième, elle accepte cette demande, alors qu'elle l'avait refusée 3 ans plus tôt à cause de la toxicité de la molécule et du risque de persistance dans l'environnement. En 81, il y a une nouvelle demande d'autorisation, elle est de nouveau acceptée, alors qu'entre-temps, les preuves se sont accumulées sur la toxicité. Et entre-temps, les Américains l'ont interdit. Hein. Voilà. Entre-temps, il y a eu effectivement un très grave accident dans une usine qui fabriquait du chlordécone, où les ouvriers avaient été exposés à des doses très importantes et avaient développé des troubles neurologiques, testiculaires très graves, qui avaient conduit les États-Unis à fermer l'usine et à bannir le chlordécone. Mais nous, on continue jusqu'en 90. Mais nous, on continue jusqu'en 90, mais juste avant quand même. Donc l'OMS le classifie comme cancérogène possible en 79. Nous, on l'accorde une deuxième fois en 81. Et on ne l'arrête qu'en 90, sauf aux Antilles,
où, à la demande des lobbies bananiers, les ministres de l'Agriculture de l'époque, qui sont Louis Mermaz et Jean-Pierre Soisson, vont octroyer 2 dérogations supplémentaires pour utiliser le produit jusqu'en septembre 1993. Ouais. Ce qui interroge pas mal sur place, puisqu'on se demande pourquoi une telle différence de traitement, pourquoi on a autorisé là-bas ce qu'on a interdit ici, et qui alimente les accusations de néocolonialisme qui se sont greffées sur ce dossier. C'est vrai que c'est un parfum colonial. Écoutez, un autre journaliste du Monde, dans sa tribune de ce week-end, Stéphane Foucard, qui dirige la page Planète, a parlé de honte d'État. Alors oui, c'est à la fois une honte d'État, c'est-à-dire que c'est un vrai problème politique, un scandale politique. C'est aussi un scandale sanitaire, mais c'est ce que nous appelons dans notre jargon d'écologiste un crime écologique qui a valeur de ce qu'on appelle un écocide. C'est-à-dire qu'il s'attaque à la fois à l'environnement et à la santé publique et qu'il faut rechercher des responsabilités pénales. C'est ce que font un certain nombre de juristes internationaux, notamment ceux qui s'étaient réunis au tribunal Monsanto. Et c'est vrai que tout cela a quand même un sacré parfum colonial parce que, comme c'est très bien raconté dans le reportage de Madame Vincent, cette dérogation, elle a été accordée à des grands producteurs de bananes, qui sont parmi les plus grandes familles antillaises, mais ils s'étaient réapprovisionnés alors que l'interdiction avait déjà été faite. Et on leur a donné l'autorisation de liquider ça. Aujourd'hui, pour manger cette banane dont on nous dit qu'elle est parfaite, qu'elle n'a rien, parce qu'effectivement le chlordécone ne monte pas dans les arbres, mais il reste enfoui dans la terre, mais pour 700 ans, eh bien, au prix de cela, pour aller dans la concurrence internationale en 1990, puisque les Antilles ont choisi la monoculture intensive, après la canne à sucre qui exploitait les esclaves, c'est aujourd'hui la banane qui s'exporte à 75%, plutôt que de se centrer sur des agricultures vivrières qui auraient permis aux habitants de vivre dans d'autres conditions. Eh bien, pour vendre ça à l'étranger, on a empoisonné 95% de la population de Guadeloupe et de Martinique. Ça me fait penser d'ailleurs à cette phrase d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Il disait à peu près ceci: je parle de millions d'hommes auxquels on a inculqué savamment le complexe d'infériorité, la peur, le tremblement, l'agenouillement et l'agenouillement et le désespoir. Ouais. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ces gens doivent se réveiller. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à indemniser toutes ces victimes si on n'établit pas un lien de causalité. C'est contre ça que lutte la justice, évidemment. Mais le côté colonial, il s'explique aussi par d'autres exemples. Effectivement, de différences de traitement, de néocolonialisme. On va regarder une carte de scandales écologiques massifs qui concernent la France d'hier et d'aujourd'hui. Alors, sur cette carte, on va voir d'abord, parce qu'on en parle en ce moment, le chlordécone aux Antilles françaises, un problème d'hier mais qui a des conséquences aujourd'hui et demain. Moins loin, dans le temps et géographiquement, en Guyane, il y a un projet aujourd'hui énorme, et je sais que les écolos sont contre à fond, la montagne d'or. C'est à peu près un trou béant qui va engloutir 32 stades de France pour exploiter l'or avec des conséquences écologiques majeures. On part un peu plus loin dans le temps. En Polynésie, 193 essais dans le Pacifique entre 1966 et 1996. Et puis avant cela, on avait commencé les essais, non pas en Polynésie, mais dans des colonies françaises, dans le désert du Sahara, à Regan, en Algérie. Et puis on pourrait aller dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. On voit effectivement, quand on regarde cette carte, qu'on est quand même assez loin de la métropole, comme s'il y avait effectivement ce que vous évoquiez, à savoir des traitements différenciés en fonction de la distance parcourue par rapport à Paris. Les choses un peu sales, on les fait loin de la métropole. Visiblement, mais elle est très anxiogène, votre émission. Non, mais on va parler choses après, je vous rassure. Mais c'est le reportage de Madame Vincent qui a relancé cette affaire du chlordécone, mais il y a déjà plusieurs événements. En 2002, c'était l'histoire des patates qui sont arrivées dans un bateau qui s'appelait 12 France, à Saint-Mandrin, qui était pourri de chlordécone. Puis après, ça a été le professeur Bellepomme en 2002. Et puis, il faut le dire, parce que les écologistes, notamment Harry Durimel, qui est avocat écologiste, et les Verts Caraïbes, se battent depuis très longtemps pour qu'on mette un terme à ce scandale d'État qui est un écocide, un crime écologique. Pour faire reconnaître aussi les responsabilités. Le mot de la fin, Faustine Vincent, ce qui se joue derrière, c'est la crainte pour l'État, vous le disiez un peu, Madame la maire, c'est de devoir indemniser les victimes. Oui, et pour un montant qui est potentiellement
potentiellement colossal, même si démontrer le lien entre les pathologies et le chlordécone sera sans doute très difficile au niveau individuel. C'est souvent le cas pour ce genre de scandale. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a cette crainte-là. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, pendant des années, l'État en a dit le moins possible à la population. Et avant, il y a eu l'amiante et le bisphénol. Hein. Merci beaucoup, Faustine Vincent, d'être venue nous éclairer sur ce scandale du chlordécone ce soir dans ces politiques.